Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez discrètement débuté au cinéma dans vos très jeunes années. Vous incarnez aujourd'hui à l'écran un personnage qui assure avoir 350 ans. C'est dire si en vous écoutant en ce début d'année, nous n'allons pas voir le temps passer. Bonjour Esteban. Salut, je m'auto-applaudis, merci pour l'invitation. Alors, on va évoquer votre parcours assez particulier. On va évoquer aussi Va des rétros, un film qui est sorti il y a quelques jours et qui est un événement dont vous êtes la tête d'affiche. Oui. Et le principe des clés d'une vie, cette année comme les années précédentes, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 10 novembre 1982, vos débuts au cinéma dans ce film. Ah non, hein. Non. Allez, monsieur Aldo. Vous Plus en beau parlerez que bien moi une tu septième meurs, fois. dont l'interprète l'auteur-réalisateur est Philippe Clair, votre père. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans ce film, je mords le doigt de Aldo Macione. C'est fou, hein? Il y a ma maman aussi qui est dans le film. Voilà. Et j'incarne limite même son fils. Donc c'est un peu, je joue mon propre rôle. Vous êtes tout petit à l'époque. Ouais, une trentaine d'années à peine. Non, et c'est vrai qu'en plus, votre père vous a engagé, ce sont vos débuts au cinéma. C'est vrai, on peut dire ça, ouais. Parce que, en fait, Philippe Clair, que j'ai eu la chance de bien connaître, il a été le pionnier de l'humour judéo-arabe en France. C'est-à-dire qu'il y a eu Purée de nous autres, il a fait débuter les Charlots dans la Grande Java, et Richard Anconina a commencé à se faire réformer. Ouais, c'était le premier film de Richard Anconina, tout à fait. Ouais, c'était un humour qu'on connaissait pas trop, et il a été un petit peu comme un ambassadeur, et puis surtout à une époque où c'était un peu plus la nouvelle vague, et lui, il arrivait avec un cinéma d'ailleurs un peu teinté de nouvelle vague, puisque beaucoup de techniciens de la nouvelle vague, mais avec un humour burlesque, donc ça faisait une sorte d'un doux mélange assez marrant et assez unique, quoi, un peu du burlesque au milieu de la nouvelle vague. Oui, et je pense que si on regarde bien La Vérité et Schisement, je pense qu'ils ont vu les films de votre père. Ah ouais, sûrement, oui, c'est on le disait à un moment à la sortie de La Vérité et Schisement, il y a même l'affiche qui est pas sans rappeler l'affiche de Déclic et Déclac, et puis c'est un univers et des blagues et un état d'esprit qu'on retrouve dans la plupart des films de mon père, quoi. Donc vous avez mordu le doigt d'Aldo Macione à une époque. Bon, il a créé les Brutos, il a créé les Tontos avec qui il a fait l'Olympia avec Sacha Distel, et puis il est devenu comédien, et c'est là où votre père l'a repéré, Philippe Clair l'a repéré. Oui. Mais d'ailleurs, dans Plus beau que moi tu meurs, il y a Nico El Grande, qui était tout petit, mais qui est dans Los Tontos aussi. Donc ils étaient un peu en duo, et avec mon père, ça faisait le trio. Et comment vous avez fait pour mordre le doigt de Aldo Macione, Esteban? C'est compliqué, hein. C'était mes premiers pas dans l'acting, quoi. Il fallait faire comme si je mordais fort, et en même temps... Ensuite, quelques années après, j'ai mordu les fesses de Jerry Lewis, mais je trouve que je mords mieux le doigt de Aldo Macione que les fesses de Jerry Lewis. Quand j'ai regardé le film, j'ai bien vu que je mordais pas vraiment les fesses de Jerry Lewis, et d'ailleurs, c'est peut-être plus agréable de mordre un doigt que des fesses. Voilà. Et ce film, ça s'appelait Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Jerry Lewis est un détective privé maladroit qui habite chez sa mère, qui est Jackie Sardou. Déjà, quand même, faut le faire. Faut le faire. Et comment votre père... Et qui parle pied noir. Dans le film, il parle pied noir, Jerry Lewis. Ouais, et Philippe Clair est bien sûr là dans le film. Comment a-t-il fait pour convaincre Jerry Lewis ? Vous le savez? En fait, c'était déjà c'était une assez grosse production, et il avait déjà un univers, mon père, donc qui pouvait s'apparenter aussi un peu à celui de Jerry Lewis, qui est quand même un des rois du burlesque, et voilà, je crois qu'ils ont trouvé un peu des mots communs qui font que on est un peu de l'autre côté de l'Atlantique, un peu le même genre d'énergumène, quoi. Et je ne sais pas si Jerry Lewis vous a fait ce gag, mais moi, il me l'a fait un jour dans une interview. Il prenait les crêpes dentelles, il les mâchait comme une machine à écrire et il recrachait le tout. C'était son grand jeu. Vous l'avez pas fait, ça? On était en Tunisie, alors il y a un peu moins les crêpes dentelles, mais je me rappelle qu'il était vraiment fan de sandwich au camembert et que moi, je détestais ça et il aimait bien un peu m'embêter, limite,
m'en mettre un peu plein la tronche alors que j'étais petit et que je détestais ça. Alors je crois, Esteban, que ce film, c'est votre première télévision pour la promotion. Vous êtes Alors là, je m'en rappelle même plus du tout, quoi. Et même qu'un copain vous a reconnu ensuite parce que vous étiez... Ah oui, non, c'était un peu plus tard dans l'aventure extraordinaire d'un papa peu ordinaire. Oui. Et ouais, c'était sur le plateau de Giga. Oui. Et j'ai un pote qui était là juste pour jouer sur le plateau. Et du coup, ça me faisait un copain quand même en pleine interview. Et j'étais, hey, qu'est-ce que tu fais là? Et puis lui aussi, il hallucinait que je sois là. Et je trouve que ces films n'ont pas disparu aujourd'hui et sont en coffret grâce à vous, Esteban. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais waouh, ces films, si ça se trouve, en fait, la plupart de ces films n'ont pas été numérisés. Donc, en fait, c'est des films, à part pour les aficionados de cassettes VHS, si vous voulez, on peut pas les trouver, en fait. Donc, je me suis dit, ah waouh, il y a quelques liens sur YouTube, mais où la qualité est vraiment horrible. Ça, c'est vraiment une super mauvaise définition. Et donc, je me suis dit, mais j'ai pas envie. J'avais cette mission de me dire, j'ai pas envie que les films ils s'oublient, qu'ils meurent ou qu'ils disparaissent même. Donc, je me suis un peu intéressé à ça, alors que c'est pas du tout mon boulot, la distribution. Mais je suis allé un peu voir les studios et les maisons qui possédaient les droits des films pour essayer de monter un coffret pour numériser les films et puis même certains studios, je leur ai racheté les films parce que eux avaient pas l'argent pour numériser. Je dis pas que j'avais l'argent, mais moi j'étais investi d'une mission philosophique et familiale qui était de sauvegarder ce patrimoine du burlesque et les films de mon père. Donc j'ai été amené à racheter carrément Des clics et des claques, son premier film en noir et blanc. C'est moi le producteur maintenant. Voilà. C'est assez marrant quoi comme truc. Et je crois que ce film, il y avait Annie Girardot qui est joué dedans, qui a obtenu le prix Courteline, qui est un prix de l'humour. Ah ouais, non mais elle est extraordinaire dedans. C'est un duo avec mon père. Il joue un couple et il est hallucinant. Hein. C'est une couscous party à Deauville en gros. Hein. Je le résume mal, mais j'avais envie de le résumer comme ça. Et il est hyper touchant ce film. C'est un des films les plus poétiques de mon père. Moi, je sais que quand j'étais petit, c'était un de mes films préférés de mon père, et parce que il a, comme en début d'émission, je parlais de ce mélange entre nouvelle vague et burlesque, et là, on est vraiment dans un film en noir et blanc, et il y a vraiment cette onde nouvelle vague, mais dans un film avec des gros gags très visuels. Et c'est assez hallucinant. Le mélange est complètement improbable. Et il n'est pas sans rappeler d'ailleurs le film dont on doit parler un peu plus tard, Va des rétros. C'est pas sans rappeler un peu l'univers des films de Antonin Perret-Jadko. Je trouve que ça flirte entre le film d'auteur, le film burlesque. Alors mon père, il avait plus le côté film burlesque, mais il y a quand même ce mélange un peu. Et d'ailleurs, il y a Enrico Macias qui débute à l'écran dans ce film. Qui chante. Voilà, il nous interprète une chanson à la Boule Rouge déjà, d'ailleurs, qui est un restaurant de couscous à Paris, qui existe encore. Il débutait à l'époque, il avait 2 ans de carrière. Il a ensuite tourné dans La Vérité si je mens 2. Et là, je pense longtemps après. Quoi. Longtemps après. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il tourne le premier jour et le second jour, on lui donne le même costume. On lui dit, mais et c'est vrai, hein, je vais pas quand même porter le même costume tous les jours. Il ne savait pas qu'il y avait des raccords. C'était ses débuts à l'écran. Et puis, ces films sont sauvés parce qu'en plus, il s'était un peu bloqué comme les films de Pierre Etex pendant des années. On ne peut pas les trouver. Il y a eu longtemps des déboires juridiques qui ont fait qu'ils pouvaient pas les exploiter. Oui, j'étais au bout de quelques procédures juridiques et voilà. Pas mal de studios m'ont aidé, mais on a réussi à sortir un coffret de 10 de ces films. C'est moi, en fait, depuis que je suis tout petit, il me parle
parle de un jour tu vas voir, on va sortir mes films en coffret DVD. Et donc là, je sais qu'il y a plus grand monde qui regarde des DVD, mais je me devais de sortir un coffret DVD, quoi. Donc papa, tu as enfin ton coffret DVD dont tu m'as parlé pendant tant d'années. Alors, il se trouve que, Esteban, vos premières années, vous les avez passées à côté de Los Angeles, à Pasadena. Oui, c'est vrai. Pourquoi Non, mais à l'époque, déjà, mon père, il essayait de faire un peu carrière aux États-Unis. Oui. Ça n'a pas trop marché, mais il a fait quand même un film avec la Warner. Oui. Et voilà, donc on habitait là. Et bon, aussi, il était en tournage. Donc, à l'époque, les tournages, ils durent un peu plus longtemps. Puis il y avait la prépa. Donc, moi, je passais pas mal de temps à le suivre, en fait, au Venezuela, au Brésil. Voilà, c'était plutôt cool. Hein. Et vous avez quand même réussi à faire des études au lycée français de Los Angeles. Ouais, voilà, ouais. Et Mais on dit lycée, hein, mais c'était des classes primaires. Hein. Oui, des classes primaires, parce que beaucoup plus tard, vous savez, les lycées français à Los Angeles, maintenant, il y a un nouvel examen du baccalauréat franco-américain qui a été établi. On peut donc faire ses études à Los Angeles et avoir l'équivalent français du bac. Ah voilà, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Ce qui ne vous intéressait absolument Non, pas du tout. Parce que ce qui vous intéressait, c'était déjà de faire le métier de votre père. Je voulais le faire et en même temps, mon père, il me disait si tu veux pas te faire avoir par les producteurs ou quoi, il faut vraiment que tu bosses la gestion ou le droit et la gestion ou la gestion et le droit. Enfin, clairement, j'avais pas trop le choix. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai dû faire des études de gestion et de droit. Et puis, vous n'avez pas fait que ça, vous avez fait d'autres choses. Et je vais continuer l'interview avec une date, le 28 janvier 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Esteban. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Esteban. Nous parlerons tout à l'heure de ce film sorti voici quelques jours, Va des rétros, un film assez étonnant, à la fois un film loufoque, mais un film qui se passe dans l'univers des vampires. On a évoqué vos débuts et surtout Philippe Clair, votre père, qui a été un metteur en scène de génie et que j'ai eu la chance de connaître. Et puis vous avez débuté tout petit et le 28 janvier 2012, vous continuez à être acteur, mais dans un film adulte, avec un film dont le titre n'a rien à voir avec cette musique. Je suis brésilien chez Delors et j'arrive de Rio Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, je te reviens encore. De moi, je suis Effectivement, La vie parisienne, c'est Offenbach, un opéra bouffe qui a été créé en 1866, qui a été censuré. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que la censure est passée derrière les auteurs du livret. On a changé la nationalité du baron et de la baronne de Gondremarck, qui danois deviennent suédois, et on a supprimé une caricature du monde militaire à l'époque. Et c'est vrai que La vie parisienne que vous avez tournée, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Bon, il y a ce petit truc un peu quand même un peu format opérette, oui. Qu'on peut reconnaître à Offenbach et du coup à Vincent Dietschy. Mais non, c'est plus un conte un peu contemporain et c'est un peu le premier rôle, oui, que j'ai eu en tant qu'adulte et j'y jouais un sex addict en pleine période d'abstinence. Oui. Voilà, qui s'insère un peu dans la grande vie parisienne. On ne sait pas trop comment, mais il se retrouve à l'Élysée, globalement. Oui, ce qui est assez étonnant. Mais ce court-métrage a eu du succès puisque il a été nommé au César du meilleur court-métrage. Ouais, il a gagné le prix Jean Vigo. Qui est un prix aussi. prestigieux. Oui. Ce que vous attendiez pas au départ. Non, c'est vrai. Et en plus, ça a été fait un petit peu comme ça, comme un film un peu bricolé. Surtout le tournage, c'est un moyen métrage, mais le tournage a mis longtemps parce que 1 an après, on a retourné des scènes parce que ça devait finir en long métrage, puis au final les scènes qu'on a tournées 1 an après, on les a réexploitées dans le moyen métrage. Enfin, c'était un tournage qui n'en finissait plus ouais, c'est une super expérience pour une première un peu expérience à nouveau c'est un court métrage mais au final qui a duré hyper longtemps et un tournage qui s'est étalé et où oui, il y avait 3-4 acteurs, 3 acteurs surtout, et donc on faisait un petit peu ça en autarcie, et c'était vraiment un peu bricole, même s'il y avait une production derrière. Oui, en même temps, c'est à l'occasion de ce film que votre vrai nom, Michael Bensoussan, est devenu Esteban.
En fait, c'est pas mon vrai nom, Michael Bensoussan, mais ça c'est sur Wikipédia, c'est des erreurs. Oui. Mais j'ai pris le pseudo de Esteban parce que j'avais un autre pseudo dans la musique, c'était David Boring. On va en parler. Et j'avais peur que mes copains de la musique ils me demandent du pourcentage, alors je me suis dit je vais recommencer à zéro et je vais prendre Esteban. Et Esteban, c'est venu parce que finalement, certains considéraient que vous veniez d'Amérique du Sud. Oui, voilà, on me disait souvent tiens, tu serais pas du Brésil ou péruvien ou tout ça, alors que pas du tout. Mais c'est le mélange entre ma mère qui est vietnamienne et mon père qui est d'Afrique du Nord, du coup ça crée un peu Amérique du Sud. Oui. Et je me suis dit tiens, autant prendre Esteban, comme ça on me posera plus la question. Vous pensiez revenir à l'époque au cinéma, Esteban ? Oui, c'est un truc que j'ai jamais quand même quitté parce que je suis repassé en fait voilà, j'ai fait des études de gestion, j'ai commencé un peu à bosser et j'avais toujours ce truc d'entertainer, de bosser dans le divertissement. Je sais pas, à la fac j'étais un peu président du BDE, je faisais un peu des speeches dans les amphis, enfin ouais, j'ai toujours un peu essayé de faire marrer, de faire un peu du show, quoi. Donc c'est passé par la musique et même dans la musique, les concerts avec mon groupe Naive New Beaters, c'était aussi l'occasion de vraiment créer un spectacle et dès le début du groupe, on a voulu ça comme un peu un show à l'américaine, même si on avait zéro moyen, mais bon, on essayait quand même de tout donner, d'avoir des belles tenues de gala, comme on peut dire, d'avoir des effets pyrotechniques, même si c'est des petites bougies étincelles de gâteau d'anniversaire. Enfin, voilà, c'était un peu toujours rêver grand, même si on a petit. Voilà, on va reparler de votre carrière de musicien tout à l'heure, mais là j'en reviens au film parce que tout de suite vous trouvez votre style avec une certaine nonchalance à l'écran, Esteban. Je sais pas si j'ai trouvé mon style, mais c'est un peu comme je suis globalement, donc oui, ça donne un style au cinéma, quoi. Et je crois que votre mère a dit un jour qu'on vous embauchait pour être le bizarre du village. C'est vrai, elle a peut-être dit l'idiot du village, mais parfois je le dis le bizarre du village. C'est mieux. C'est plus sympa. Et au départ, vous allez tourner principalement avec des jeunes cinéastes, avec une nouvelle génération de cinéastes. Oui, c'est vrai, Vincent Dietschy, Vincent Mariette, avec Antonin Perret-Jadko aussi, dans son premier long métrage, La fille du 14 juillet. Et voilà, c'était assez sympa de faire mes débuts avec d'autres gens qui faisaient un peu leurs débuts aussi. Voilà. Et vous avez souvent joué des rôles de truand ou de ripou. Je crois que vous êtes un flic ripou dans Nice Girl, c'est une série qu'on a vue. C'est vrai, oui. Et vous avez été un truand dans les petits meurtres d'Agatha Christie. C'est vrai, je suis un petit dealer et aussi dans Lucky de Olivier von Hofstadt, où je fais un peu le boss des méchants. Et c'est presque une caractéristique pour vous à l'écran. Non, quand même pas, mais c'est vrai que longtemps j'ai dit j'aimerais bien jouer des méchants, et au final c'est vrai que vous me le rappelez, j'en ai joué pas mal en fait, donc j'ai plus à vouloir jouer des méchants puisque je les ai déjà joués. Voilà. Et vous avez fait aussi une série télé qui a marqué le public il n'y a pas longtemps, c'est Benoît Génant officiel. Oui, et avec Artus. Artus à la veille de son succès au cinéma. Oui, carrément, oui. Et c'était une série de Éric Laven, à qui on doit H notamment. C'était une série vraiment hyper gênante. C'est-à-dire, moi, dès la lecture du scénario, j'étais gêné. Je savais pas si c'était vraiment hyper gênant, hyper drôle, ou bref, j'étais mal à l'aise en le lisant. Je me sentais hyper bizarre en la tournant, mais en même temps, j'ai jamais eu autant de fou rire sur un tournage. Donc je me suis dit il y a un petit truc quand même. Et en la regardant, on est hyper gêné, mais je crois que c'est vraiment l'effet qu'a voulu donner Eric. C'est une sorte de série où on rigole, mais on est hyper mal à l'aise de rigoler de ce qu'on rigole. Parce que tout l'humour est gênant en fait, à l'image du titre Benoît Gênant, quoi. Donc j'aime bien, c'est un peu, je compare souvent à Gravity, le film de Cuarón, même si ça n'a aucun rapport, mais c'est un peu des cinémas sensations, quoi, ou là c'est une série sensation, c'est-à-dire on ressent de la gêne, comme dans Gravity on ressent un isolement dans l'espace, et là on ressent la sensation de gêne, et je me dis waouh, ça va vraiment jusqu'au bout, c'est réussi. Et d'ailleurs vous avez tourné pendant des
semaines dans une agence immobilière, car ça se déroulait dans une agence immobilière. Oui, voilà, c'était assez claustrophobant. Et d'ailleurs, Artus avait fait, je vous le dis, à l'époque, il n'imaginait pas un tel succès pour son film. Oui, il était en train de préparer son film. D'ailleurs, j'étais là, ouais, vas-y, donne-moi un rôle, t'es pas cool. Il me disait, non, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de rôle pour toi, désolé. Puis j'ai pas arrêté d'insister, puis non. Eh ben, un petit truc en plus, ça s'est fait sans vous, mais il y en a eu d'autres. Et il y a aussi un duo étonnant avec Yolande Moreau des Chiens. Ouais, oui, dans La fiancée du poète. Son film qu'elle a réalisé, son 3e film, qui est un superbe film qu'on a tourné près de la Meuse. Oui. Et car elle est belle. Gilles Lopez et qui a un Thomas Guy et qui a un super film à la fois poétique, drôle, un peu comme je le vois un peu comme une peinture ce film, et puis c'est elle qui a tout mené de front, donc parce qu'elle a le rôle principal aussi dedans, donc c'est une belle prouesse. Et vous jouez la guitare et vous reprenez un morceau de Johnny Cash, et oui. Je ne suis pas sûr que Yolande Moreau vous ait fait des compliments, Esteban. Non, mais à la base j'avais passé le casting et elle m'avait pas retenu au casting parce qu'elle disait non mais il joue trop mal Johnny Cash, en plus il part sur le mauvais accord, il la chante pas bien et puis il la joue mal à la guitare. Et au final elle m'a rappelé, mais vraiment je crois que c'était peut-être sans mentir 20 jours avant le tournage. Oui. Elle m'a dit non, en fait on a regardé tes essais, puis en fait non, c'est toi, c'est hyper bien, voilà. Et puis je m'étais du coup entraîné pour jouer Johnny Cash à la guitare, et limite je m'étais trop entraîné et c'était mieux qu'aux essais, et donc du coup elle venait discrètement me désaccorder ma guitare pour que ça sonne moins bien. Voilà. Elle voulait vraiment que je joue mal et que je m'affiche à jouer de la guitare hyper mal et à chanter mal du coup. Voilà, mais il y a eu d'autres chansons interprétées de meilleure façon, et on va les évoquer à travers la date du 26 novembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Esteban. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Esteban. Nous parlerons tout à l'heure de Va des rétros, ce film qui est sorti voici quelques jours. On a évoqué vos débuts de comédien avec Philippe Clair, votre père, et puis tout seul ensuite. Et puis il y a une autre activité qui a marqué votre parcours, et le 26 novembre 2024, c'est un soir à l'Olympia, le temps d'un concert exceptionnel. Et là, c'est le musicien. Se retrouver sur la scène de l'Olympia, c'est quand même un grand moment. Ah oui, c'était un grand moment, et surtout en plus c'était l'anniversaire de la disparition de mon père, donc c'était encore plus émouvant et symbolique. En fait, jouer à l'Olympia, on avait déjà joué, et c'est vrai que c'est une salle particulière, parce qu'il y a tout le mythe autour de l'Olympia. Mais aussi parce que c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour certaines personnes qui vont un peu moins au concert de se dire là il joue à l'Olympia, donc on va quand même aller le voir. Donc là c'était assez fou parce que j'avais je sais pas, peut-être 30 personnes du collège dans lequel j'ai été qui se sont passé le mot et qui sont venus, un autre groupe de 30 personnes du lycée dans lequel j'ai fait mes études, ils sont passés le mot et qui sont venus, donc et puis des oncles, des tantes, enfin voilà, donc il y a un truc, l'ambiance est assez folle, mais il y a un côté nous on fait des concerts avec les Naive New Beaters, ils sont assez hauts en énergie, tout ça, et là c'était plus haut en émotion, parce que c'est pas forcément des gens, un public vraiment de concert qui devient complètement fou sur les musiques, mais c'est un public aussi de pas mal de personnes qu'on connaît dans la salle, donc il y a un peu une sorte d'effet un peu mi-concert, mi-mariage. Et puis mi-fête de famille. Et vous veniez de sortir à l'époque un album avec un titre imprononçable où il y avait notamment ce morceau. Dancing par les Naive New Beaters, un album alors qui s'écrit FVTVRVM et qui s'appelle en réalité Futurum. Oui, c'est ça. On a juste. Mais je savais que c'était une mauvaise idée à la base de remplacer les U par des V, un peu style gréco-romain. Mais voilà, c'était le concept. On s'est dit comme ça, les journalistes ils vont galérer à prononcer le nom de l'album.
album et du coup, ça va nous faire une bonne pub. Mais en fait, non, pas du tout. Il prononçait pas l'album et puis ça faisait moins de pub en fait. Voilà. En fait, c'était un péplum moderne et musical. Voilà. Et moi, je me souviens d'un péplum au cinéma que vous avez peut-être vu, qui s'appelle 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, de Jean-Yann. Vous savez que Jean-Yann et Coluche se sont fâchés pendant le tournage parce que Coluche a eu le malheur de dire du mal de Jacques Martin. Donc, ils s'en sont presque venus aux mains. Michel Serrault les a séparés parce qu'on ne disait pas de mal de Jacques Martin, qui était le complice de Jean-Yann de ses débuts et son meilleur ami. Oh là là. C'est fou, Je ne hein. connaissais pas l'anecdote. Alors, il se trouve que c'est un album expérimental. Mais d'ailleurs, pardon de vous couper, je crois que Plus beau que moi tu meurs a été tourné un peu avec des bouts de décor de 2 heures moins quart avant Jésus-Christ. Exactement. Voilà. Oui. Comme quoi votre père savait exactement récupérer les choses. Ouais, voilà. Alors, il se trouve que ce groupe... Le recyclage, à l'époque. Mais exactement, mais il était en avance sur son temps. Le recyclage est à la mode aujourd'hui. Alors, il se trouve que cette aventure de groupe, ça a commencé, je crois, au lycée français de Los Angeles, Esteban, en rencontrant 2 copains aussi désœuvrés que vous. Oui, c'est un peu la légende qu'on aime à se raconter. Oui. Et mais c'est vrai que c'est un groupe, oui, que j'ai depuis voilà les années collège, lycée. Et ce qui est marrant, c'est que ça dure, ça fait 5 albums et presque, j'ose même pas dire combien d'années de carrière. Mais c'est cool parce que on n'a jamais non plus, comme on dit, pété le score. Enfin, on a fait des petits succès, mais tranquille. Et c'est toujours resté un peu un groupe comme ça qui est un peu dans le paysage de la musique, sans faire des gros tubes, mais sans se foirer complètement. Donc c'est pas mal aussi de rester un peu toujours présent. Et en fait, maintenant, surtout, il n'y a plus beaucoup de groupes, c'est beaucoup d'artistes individuels. Et le groupe de musique, comme on a pu le connaître, genre qui répète dans le garage des parents ou des trucs comme ça existe plus vraiment. Et on est quand même fiers d'avoir toujours, nous, notre groupe d'ados, qui a d'ailleurs commencé dans le garage des parents de l'un de nous. Oui, et finalement, vous êtes mis à composer des musiques parce que personne ne le faisait. Ouais, voilà, c'est ça. Vous connaissiez un peu la musique ? Non, pas trop. Et puis d'ailleurs, mon père, il m'a toujours dit, s'il y a bien un truc, alors je sais que t'es doué dans plein de choses, mais s'il y a bien un truc où je sais que tu feras jamais carrière, c'est la chanson, tu chantes trop faux. Oui. Et du coup, je sais pas, j'ai peut-être voulu lui donner tort. Oui, en plus, je crois qu'au départ, vous chantiez un peu faux et les musiciens jouaient pas très juste. Ouais, voilà, on était tous approximatifs, mais dans l'approximation, il faut redoubler de bonnes idées. Et c'était un peu ça, quoi. Disons qu'on n'était pas forcément des techniciens, des super musiciens techniques, mais voilà, on peut aussi trouver des idées et faire en sorte d'avoir des gimmicks et des concepts qui se retiennent plus facilement, du coup, vu qu'on est moins technique. Enfin, oui. C'est ma théorie. Et parmi les maîtres qui vous ont influencé, ça n'a rien à voir avec la musique, il y a eu Richard Branson et Tom Cruise. Ouais, c'est vrai. Et Will Smith aussi. Oui. On mettait. Non, mais ça faisait partie de se dire, tiens, quand même, un mec qui veut construire des navettes spatiales. Il a réussi. Maintenant, il y en a d'autres aussi. Mais on se disait, c'est une façon de se dire, tiens, on a envie de voir grand, quoi. Et un peu faire le show à l'américaine, même si tu fais autre chose. Et Tom Cruise, au départ, je ne sais pas si vous le savez, il voulait être prêtre. Il a fréquenté un séminaire à Cincinnati pendant l'année scolaire 76-77, et puis après, il a changé d'orientation. Voilà, comme quoi. Et vous, la musique a été votre religion, et je crois que la découverte de la musique, c'est cette chanson. Under Pressure, Queen et David Bowie. Ouais. Je crois que c'est la base de tout pour vous. Ouais. Non, mais pour moi, c'est ma chanson préférée vraiment de tous les temps. Je me dis, mais tiens, peut-être qu'un jour, je vais trouver une chanson qui me fédère moi-même plus. Mais non, en fait, c'est vraiment la meilleure chanson par 2 compositeurs de génie déjà. Et puis, quand ils allient leurs forces pour créer ce morceau, il est imparable. Il a été resamplé plein de fois. Et puis, dès qu'il est réutilisé, même dans un autre morceau, c'est tout aussi bien. Et pourquoi il vous touche ?
C'est en fait c'est les mélodies quoi et l'aventure qu'il y a dans ce titre quoi parce que il déroule de façon assez originale et d'un couplet à l'autre c'est pas vraiment les mêmes mélodies et je sais pas c'est vraiment ce truc aussi d'union de deux des plus gros artistes de ces dernières décennies quoi et donc quand ils allient leurs forces je trouve ça vraiment fou quoi. Et il se trouve en fait que c'est un ingénieur du son qui travaillait avec David Bowie, qui lui propose de rencontrer le groupe Queen. Il se trouve que Freddie Mercury et David Bowie s'étaient rencontrés lorsque David Bowie vendait des habits sur le marché de Kensington à ses débuts. Ils font une jam section pour s'amuser et puis ils écrivent cette musique qui a été le point de départ de beaucoup de choses. Ah bah ouais. Alors il se trouve que vous appelez pas Bowie mais Boring. Pourquoi David Boring ? Votre second pseudonyme. Ouais, bon, c'était toujours un peu ce clin d'œil, genre ah ouais, enfin un peu du show, mais à notre niveau, quoi. Donc c'était se dire voilà, on veut faire du show un peu à la David Bowie, mais bon. Ça rend David Boring. Voilà. Et il se trouve que Bowie, ça fait référence à un pionnier américain, James Bowie, qui a inventé le couteau Bowie. Et c'est comme ça que le nom de David Bowie, il y a pensé. Oh là là, on y apprend. Alors, il se trouve qu'il y a aussi Martin Luther B.B. King et Robélix, vos complices. Là aussi, c'est là aussi, ils sont gratinés, ceux-là. Les pseudos sont venus tout de suite comme ça pour rire. Mais c'est vrai que je crois que tout est venu en même temps. Le nom du groupe, Naive New Beaters, tous les pseudos et bah ouais, c'est un peu comme voilà des ados qui rigolent et qui se disent ah vas-y viens on fait un groupe et puis on s'appelle un nom hyper bizarre. Et pourquoi ce nom justement ? Mais je crois que maintenant même on s'en rappelle même plus pourquoi et moi j'avais une explication mais ensuite ils m'ont dit mais non pas du tout, c'est pas du tout ça. Je croyais que c'était venu déjà par je voulais un nom de groupe qui soit un petit peu atypique et j'avais proposé 2NB. Oui. Mais ils m'ont dit non, pas du tout. C'est venu de notre premier morceau qui était à la fois nouveau, à la fois un petit peu naïf et puis il y avait quand même un rythme, donc un beat. Donc si c'est nouveau, que c'est naïf et qu'il y a un beat, eh ben on est les Naive New Beaters. Voilà. Pour moi, ça venait plus de 2NB et ensuite on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre derrière ces initiales. Et voilà, vous avez mis des chansons voilà. et la première qui a eu quand même un succès, c'est celle-ci. Et c'est vrai que c'est le premier succès. Bang Bang n'a rien à voir avec la chanson de Sheila et le film. C'est votre premier succès. C'est vrai que c'est le premier morceau, même. Oui, et on avait eu même des petits reportages à la télé. On était devenus tout fous. Je sais plus, dans une émission de Canal, ils en avaient parlé. Et ils avaient aussi parlé du clip parce que c'est un clip qu'on avait tourné. D'ailleurs, on y revient dans le garage de mes parents. Oui. Et en fait, c'est un clip où je me prends plein d'objets dans la tronche pendant 3 minutes. Voilà, c'est non-stop. Je m'en prends plein la tronche. Et je sais que mon père participait au tournage et était bien content de me foutre à la fois des claques, de me balancer des cartons à la figure. Et en fait, les garages, c'est pas hyper propre. Ouais. Et même, j'ai eu une teigne. Je savais même pas qu'on pouvait choper des teignes encore à Paris. Et ça me faisait un peu comme des stigmates de Jésus qui grossissait et voilà, j'ai eu une teigne à la suite de ce clip, donc j'ai donné de ma personne, je tiens à le dire. Et je crois qu'il y a aussi un autre clip où vous avez fini à 15 mètres de hauteur. Ah oui, sur un palmier, oui. Le clip de Just Another Day qu'on a tourné à Los Angeles au MacArthur Park et oui, on avait prévu, c'était un peu dans le script, mais on se disait pas vraiment tu vas être suspendu à 15 mètres de hauteur et aux États-Unis il y a des palmiers qui sont vraiment très très grands et voilà, avec une grue je me suis retrouvé là-haut et j'avais pas réalisé que j'avais le vertige en gros. Vous l'avez compris ce jour-là. Ouais, j'ai bien compris, là j'ai fait ça s'arrête quand. Et puis il y a aussi un clip qui a été réalisé pour une autre chanson qui a fait 6 millions de vues sur YouTube, c'est celle-ci avec Isia. Isia, la fille de Jacques Higelin, oui. Avec qui vous avez tourné ce clip et interprété ce duo.
Oui, oui. Et d'ailleurs, le clip était tourné en 360. On peut le conseiller au visionnage parce que c'est assez exceptionnel comment c'était fait. Alors, à la base, c'était pas une technologie. Elle existait déjà depuis quelques temps, mais voilà, là, on en a fait une expérience visuelle. Je trouve assez remarquable, quoi. J'ai pas revu d'autres. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, mais j'ai pas revu d'autres clips en 360 comme ça qui font une sorte d'immersion aussi bien que celui-là. Et Isia, la fille d'Higelin, elle est arrivée comme ça? On la connaissait depuis quelques temps et en fait ce morceau il s'est retrouvé donc dans notre troisième album qui s'appelle À la folie, mais il était aussi dans une sorte d'album entre deux albums qu'on appelait un peu mixtape et en fait le morceau existait déjà dans une autre version et on s'est dit mais quand même c'était un peu comme un album sous le manteau quoi qu'on avait fait avant notre troisième album et on s'est dit non mais quand même c'est quand même le meilleur morceau de cet entre-deux albums. Reproduisons le morceau et mettons-le dans le troisième album. Et puis ça a été un peu le hit de l'album. Et la folie, justement, on va l'évoquer à travers la date du 31 décembre 2025 et votre nouveau film. À tout de suite sur Sud Radio avec Esteban. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Esteban. On a vu votre parcours depuis vos débuts avec votre père Philippe Clair. On a voyagé avec vous. On a voyagé avec aussi ce groupe que vous avez créé, vos films. Et puis, le 31 décembre 2025, voici quelques jours à peine, est sorti le dernier film de l'année, Va des rétros, dont voici la bande originale. Vous êtes arrivés? Norbert, tu as mordu? Pour entrer dans l'âge adulte, un vampire doit mordre. Va des rétros, alors un film qui sort le 31 décembre, c'est pas si courant. Oui, c'est vrai, mais c'est pas mal de l'annoncer comme le dernier film de l'année 2025. C'est vrai, on a fait la promo et on l'a pas du tout annoncé comme ça, mais c'est pas mal, j'aime bien. Bien. Donc là, on est en 2026, mais le film est sorti voici quelques jours. C'est un film donc réalisé par Antonin Perret-Chacot, que vous avez connu à vos débuts et vous vous retrouvez pratiquement. Oui, et puis on a fait plusieurs projets. J'étais notamment dans La Loi de la Jungle, son deuxième film. J'étais dans son premier film qu'on a évoqué tout à l'heure, La fille du 14 juillet. Et récemment, il a fait un roman photo aussi où je suis dedans avec aux côtés de Pascal Légitimus, qui est aussi dans le film Va des rétros, qui est son quatrième long métrage. Donc oui, c'est devenu c'est un pote, voilà. Antonin. On peut dire c'est un pote. Alors on peut dire aussi qu'au début vous êtes engagé pour un petit rôle et que petit à petit vous avez retrouvé tête d'affiche. C'est vrai que c'est un film qui a eu du mal à se monter et donc au début, il m'a appelé. Le film devait se passer un peu au Japon, et puis il devait être tourné, je sais pas, disons au mois de février. Et puis au mois de février, il m'appelle, il me dit ce sera plus en mai. Tiens, tu as tel rôle. Et puis en fait, mon rôle il changeait de plus en plus parce que j'étais un peu le seul à toujours être opérationnel pour être de la partie, quoi. Et je me suis retrouvé avec le rôle principal, alors que oui, à la base j'avais un petit rôle, mais du fait des décalages de la période de tournage, j'ai eu le gros lot. Oui, je crois que le film avait un tout petit budget. C'est ça. Et que les directeurs de production ont craqué les uns après les autres. Il y en a eu 6, je crois que les 2 derniers ont fait un burn-out. Ah c'était fou parce qu'on se disait non mais c'est une blague, on peut pas. Et puis même alors que tout était organisé au moment où on partait à la réunion tournée, il y en a un autre qui nous lâche. Et donc juste avant de partir, je crois 3 jours avant, on a eu le 6e directeur de production qui était là, peut-être trop inconscient pour se dire je vais refuser et qui a accepté et qui a tenu jusqu'au bout. Alors un film particulier parce que c'est l'histoire d'un vampire qui pour entrer dans l'âge adulte doit mordre et que c'est très particulier au départ. Ah oui, et puis c'est un vampire puceau un peu, moi je le décris comme ça, et il doit croquer une femme pour un
peu perpétrer sa lignée familiale, sinon toute sa famille va disparaître, une sorte de sortilège. Et mais lui, le problème, c'est que déjà, il a peur des femmes parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec une chasseuse de vampires. Et en plus, il sait pas trop si il préfère les femmes ou les hommes. Il est dans le questionnement. Et en plus, au lieu de se retrouver au Japon, où il y a un peu plus, disons, de personnes au sang pur, un peu moins de métissage, il se retrouve sur l'île de Boulet Rouge, qui est la terre du métissage culturel, voilà, et donc il va avoir du mal à trouver qui mordre. Voilà. Il se trouve que le Japon, il y a un vampire, je ne sais pas si vous savez, ça s'appelle le Nukekubi, qui est ça veut dire cou qui se détache. C'est un monstre du folklore japonais qui ressemble au vampire. Voilà. C'est fou, hein? Eh ben, c'est là que voulait m'emmener ma mère, mais j'y suis pas allé parce que notre bateau a échoué et s'est retrouvé sur l'île de Boulet Rouge. Alors justement, vous jouez un vampire aristocrate, qui doit trouver une femme de sang pur. C'est une histoire complètement folle. Elle est pas mal loufoque, oui. Mais je dirais aussi que c'est un peu un film d'initiation aussi, un peu comme un conte, un peu, je le compare souvent à Candide, un peu comme ça, ce truc un peu pécaresque, où il va un peu ce vampire un peu puceau qui est jamais sorti de chez lui, il va découvrir le monde, il va découvrir les religions, il va découvrir la sexualité et un peu de tout ça. Donc c'est un peu une sorte de film roman initiatique. Hein. Oui, en plus il se déplace avec son valet de chambre. Ouais, voilà, toujours. Et ils se blairent pas trop, les deux. Hein, ils s'entendent pas si bien. Moi, ça me fait penser au Tour du monde en 80 jours. Il y a un peu de ça aussi, c'est vrai. Avec Phileas Fogg et Passepartout. On n'a jamais dit le prénom de Passepartout. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelait Jean dans les Jean Passepartout. Ouais, voilà. Et ça a inspiré le Passepartout de Fort Boyard ensuite dans l'émission de télévision. Alors ce vampire, il a 350 ans. Vous les faites pas quand même, ces 350 ans. Ouais, disons que il y a des petites nuits en cercueil qui me rajeunissent. Et pour tourner ce genre de rôle, se mettre dans la peau d'un vampire aristocrate, c'est pas évident, Esteban. Oui, on est aidé aussi. C'est vrai qu'on dit comment on prépare un rôle. Bon, c'est vrai que c'est un peu, on prépare pas, on essaye vraiment de faire les choses comme on le ressent. Mais là, ce qui était assez ludique, c'est que c'est un film où il y a le costume qui nous aide parce que déjà j'ai une sorte de jupe kilt et il y a les prothèses dentaires, il y a tout un attirail qui fait que j'ai une sorte de gros manteau en peau de yak, donc il y a aussi tout un attirail qui fait qu'on rentre un peu dans le perso. Je marche en bottines, donc ça induit une démarche, ça induit une façon de parler avec des chicots complètement pourris que Antonin m'a mis dans la bouche. Voilà, donc déjà on rentre dans physiquement le personnage, quoi. Mais vous appelez ça, ce film s'appelle une comédie d'épouvante. C'est un genre très rare. Il n'y a pas beaucoup de films de ce genre qui ont été réalisés et qui sont sortis, Esteban. C'est vrai qu'il a le mérite en tout cas d'être un film singulier parce que oui, on dit comédie horrifique ou comédie d'épouvante. C'est vrai qu'il y a tout ce registre de la comédie, du burlesque. Il y a un peu un côté film d'aventure aussi parce que ils vont voyager à travers toute l'île. Il y a un petit côté un peu politique et critique aussi de la société. Ça tape un peu sur toutes les communautés, toutes les religions, tous les principes, tous les dogmes. Donc il y a vraiment un mélange de genres. C'est à la fois gore aussi. Il y a ça beaucoup de sang, oui. Oui, du cinéma nourri à l'hémoglobine. Donc c'est ce qui rend le projet vraiment particulier, quoi. C'est que on va avoir un film qui se tient et qui, moi je trouve, qui est peut-être le film le plus inscrit dans un genre du cinéma de Antonin Pérez-Jetko, et en même temps qui est aussi hyper riche de
plein de styles, quoi. Oui, et vous aviez vu dans votre enfance ou adolescence les films de vampires, les films de ce genre, les films d'épouvante? Oui, bon, en fait, moi, j'ai jamais trop été un fan. Bon, bah, bien sûr, le Dracula, Entretien avec un vampire, enfin voilà, tout ce genre de films, j'avais aimé, mais j'étais pas un fan du film de vampire, qui a vraiment un style particulier, hein, depuis Nosferatu. Enfin voilà, c'est vraiment un genre à part. Mais en fait, bizarrement, avant le tournage, j'ai pas mal traîné sur une chaîne qui diffuse des vieux films et qui diffuse notamment tous les films de Jean Rollin, qui est un peu le spécialiste du film de vampire, un petit peu sexy. C'est souvent des femmes vampires, mais qui est un peu le maître de ce style. Je crois que c'est un des réalisateurs les plus prolifiques. Il a fait presque 70 films et dont peut-être 58 films de vampires. Donc j'en ai maté pas mal et ouais, ça m'a un peu nourri avant d'aller sur ce tournage, quoi. Oui, nourri, pas de sang, bien sûr. Non, bien sûr. Hein. Et il y avait à une époque, une trentaine d'années, un cinéma, je ne sais pas si vous le connaissez, s'appelait le Styx à Paris, qui était spécialisé dans les films de vampires. Et les deux derniers rangs de la salle, c'était des cercueils. Et on voyait le film assis dans un cercueil. Et c'était les places les plus chères et les plus demandées. Alors il se trouve aussi que ce film, il y a eu un petit miracle, c'est le producteur qui avait une ressemblance avec un personnage de Gaston Lagaffe. Bertrand l'avait vu, le copain de chez Jules de chez Smith en face. Ah oui, ben j'ai joué Bertrand Lagaffe. Oui, je sais. Et en plus, le producteur était ressemblé à ce personnage. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et c'est vrai que ce Gaston aussi, ça vous a marqué, Gaston Lagaffe, et Bertrand l'avait vu. Bah oui, ça fait partie, hein, de ce qu'on lit quand on est petit, quoi. C'est un bout de la jeunesse. Exact. Et d'ailleurs, Franquin a commencé comme bouche-trou. Gaston a commencé comme bouche-trou parce qu'il y avait des pages de pub qui n'existaient pas dans Spirou, qui n'étaient pas prises, et c'est devenu, à son insu, pratiquement, un personnage de légende. Ouais, voilà, c'est un peu le préquel ou le séquel, comme on dirait maintenant, quoi. Et Esteban, je crois que dans ce film, bon, vous êtes le personnage principal, et votre mère, c'est pas n'importe qui, c'est Ariel Dombal. Oui, bah c'est vrai que je suis le personnage principal, mais je trouve que c'est quand même vraiment un film choral parce que il y a énormément d'acteurs qui tiennent leur rôle à la perfection. Il y a Pascal Légitimus, Ariel Dombal, Philippe Duquesne, Sébastien Chassagne, Alma Jodorowsky, Yulia Abyss. Enfin, ça crée vraiment une sorte de joyeuse troupe complètement loufoque, et c'était d'ailleurs un peu l'ambiance du tournage. On est resté quand même 1 mois et demi à La Réunion, et oui, il y a plein de personnages hauts en couleur dans ce film, quoi. Et je trouve que chacun vraiment a sa spécificité, et chaque perso est vraiment super atypique. Oui, et je crois qu'Ariel Dombal vous a conseillé, même recommandé, de faire le signe de croix avant de voir le film à l'écran. Stéphane, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais elle en parle assez bien. Je sais qu'elle m'a envoyé un texto. J'avais envie de le lire quand même parce que je trouvais qu'elle parlait vraiment bien de ce film. Je vais le retrouver tout de suite en essayant de combler. Non, moi, je peux vous combler. Ah, bah, ça y est. Ah oui, je lis quand même parce que je lui ai dit, ah bah tiens, ce serait cool que tu relais un peu la promo. Et elle dit, oh, Mio Caro Esteban. Bon, elle commence une introduction en espagnol. Va des rétros, quel stupéfiant voyage au pays des 36 000 volontés. Ce volcan noir, ces fleurs sensitives, ce sang rouge, bleu comme une orange, cette sarabande endiablée, quelle jouissance. Et toi, si perdu, ébahi par le vertige amoureux. Splendide. C'est magnifique, ouais, ça. J'aimais beaucoup. Et je me suis dit, tiens, il faut que je le réutilise en promo. Et là, vous m'en donnez l'occasion, Jacques. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'Ariel Dombal, c'est un personnage totalement atypique. Moi, je me souviens d'un jour d'avoir eu en téléphone en larmes parce que le journal Elle avait écrit qu'elle avait 39 ans et elle assurait en avoir 34. Ça peut valoir des larmes, je la comprends. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez tourné avec une équipe totalement atypique et vous êtes beaucoup amusé en tournant ce film. Oui. Et comme je disais, c'est vraiment un cinéma ludique parce que
tous les effets spéciaux, on a privilégié quand même ce qu'on appelle les SFX, c'est-à-dire les effets en vrai, quoi, sur le tournage, plutôt que les VFX qui sont les effets vidéo, les effets numériques. Et oui, c'était drôle d'avoir des grosses seringues, de giclées de sang, d'avoir des bras en plastique, des choses comme ça, et ça crée un univers assez ludique et un tournage où on s'amuse en fait comme des gosses avec des jouets. Quoi. Et à la fin du film, on s'interroge, est-ce que les vampires existent réellement ? Il y a ce petit mystère qui plane. Voilà. Vous avez une réponse vous-même, Esteban ? Je ne saurais vous la dire. En tout cas, j'espère que le public sera vampirisé par ce film et ira de plus en plus en mars, au début de l'année 2026. Oui, il est à croquer, ce film. Exactement, oui. Et bon sang ne saurait mentir, justement. Et vous le dites, vous en parlez très bien. Et l'avenir maintenant, pour vous, après ce film ? Disons que j'ai tourné dans d'autres films. Il y a notamment Peau d'homme, l'adaptation de la BD par Léa Doménac, qui va bientôt sortir. Il y a le film Anna et les enfants, Le Teckel, enfin voilà, d'autres films. Et puis la préparation d'un nouvel album. Et aussi, j'ai un album solo que je voudrais sortir pour 2026. Une sorte de reggae un peu bizarre. Vous avez tellement de choses à raconter que vous reviendrez en parler dans les Clés d'une vie, j'en suis sûr. J'espère réêtre invité. Et vous serez réinvité. Donc, Va des rétros, c'est à l'écran ce début d'année. Bonne année à vous et bonne année à celles et ceux qui nous écoutent. Oui, meilleure résolution pour ce mois de janvier. Exactement. Et puis, à très bientôt pour d'autres émissions. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.